Rencontre et profil. Omar Aona et Razak Saizono. Omar Aona, comment un émigré africain arrive-t-il à s'introduire si facilement dans les hautes sphères des décisions à la Maison-Blanche de Washington au point de démarcher aujourd'hui des visites des chefs d'État africains aux États-Unis ou de décrocher de contrats juteux pour des entreprises américaines en Afrique? Comment part-on de son petit Bénin pour arriver à ce stade? Est-ce que c'est un coup de chance ou la détermination de réussir? Moi, je crois que d'abord, c'est avant tout la détermination de réussir avec un coup de chance. Quand je suis parti aux États-Unis, j'étais étudiant, je suis dans la 23e année que je vis aux États-Unis. Je me sens parfaitement intégré. Je suis arrivé pour faire des études, initialement des études de médecine que j'ai trouvé un peu chères et donc je me suis tourné vers d'autres études qui sont des études d'informatique. Après les études d'informatique, donc j'ai eu la chance de décrocher mon premier boulot à la Banque mondiale. C'est de là que tout est parti. Vous savez, quand on est jeune étudiant, le rêve, c'est de pouvoir aller aux États-Unis. C'est-à-dire qu'avec tout ce que les États-Unis représentent comme opportunité, mais comme espoir et comme rêve, donc j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance. Et c'est comme ça que je suis parti aux États-Unis. Bon, évidemment, j'aurais pu partir en Europe, mais ce n'était pas vraiment l'attrait. Je me suis dit que si je devais partir en Europe, autant je pourrais le faire en Afrique. Donc, quand j'ai eu l'opportunité des États-Unis, et je crois que j'ai pris cette opportunité. Alors, des études de sciences naturelles à l'ingénierie informatique, vous vous trouvez aujourd'hui très introduit dans le milieu américain, je dirais même dans l'administration. Vous êtes au cœur de l'administration américaine, vous démarchez des visites aux chefs d'État. Comment est-ce que vous qualifiez cette activité que vous menez aujourd'hui aux États-Unis? En fait, ce que moi je fais, je dis de manière générale que je suis au carrefour de la politique et des affaires de l'Afrique et des États-Unis, mais du secteur public et du secteur privé. C'est comme ça que moi je vois mon rôle. D'autres le diront qu'on est lobbyiste, parce que c'est le mot. Évidemment, ces dernières années, le mot a souffert de beaucoup de connotations négatives, mais c'est ça, on est lobbyiste. Moi, je veux bien appeler ça, on est conseiller en affaires publiques. Et comment est-ce que j'en suis arrivé là? Au fait, si on doit repartir en arrière, après mes études de sciences naturelles, je suis allé à Washington, je devais m'inscrire en médecine. Quand j'ai commencé les démarches pour m'inscrire en médecine, il s'avérait que on voulait que je retourne faire encore un autre diplôme, peut-être une autre licence encore. Donc je me suis dit, bon, s'il fallait faire une autre licence, donc il fallait voir si je pouvais pas faire une licence dans un autre domaine qui n'était pas celui que j'avais appris. Je n'avais rien à apprendre de nouveau en sciences naturelles et tout ça. Donc dans cette condition, je me suis dit, j'ai fait une licence en informatique. Après ma licence en informatique, j'ai été à la Banque mondiale où j'ai eu la chance d'être engagé après un stage à la Banque mondiale. Donc, étant engagé à la Banque mondiale, j'ai passé 3 ans là-bas, mais je dirais que les 3 ans que j'ai passé là-bas, dans une mesure, en tant que jeune étudiant sortant de l'école, quand on va à la Banque mondiale, on a envie de changer le monde. Mais je me suis retrouvé dans une administration où je savais effectivement que je contribuais au développement. Et ça a toujours été mon espoir, c'est de pouvoir contribuer au développement de l'Afrique. Donc, oui, c'est vrai que je travaillais à la Banque mondiale, je contribuais au développement de l'Afrique, mais je ne pouvais pas quantifier ça parce que je ne me voyais pas en ligne de mire. Mais je ne voyais pas, je ne pouvais pas quantifier cela. Donc après 3 ans, j'ai décidé de démissionner de la Banque mondiale et je crois que c'était un coup du sort ou peut-être une vision prématurée que moi, mais j'ai pas su, mais j'ai démissionné de la Banque mondiale ne sachant pas quoi faire. Heureusement que je suis tombé dans une situation où j'ai pu me retrouver avec une autre institution comparable qui était une ONG qui était africaine, qui est en fait une des plus grandes ONG américaine qui travaille exclusivement sur l'Afrique. Et je crois que c'est de là que tout a démarré effectivement, pour me permettre d'avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. Parce que quand je suis allé à Africain,
le président de l'Africain, qui est au fait l'une des figures noires américaines qui s'intéressait particulièrement à l'Afrique, s'est rendu compte que j'avais peut-être un potentiel. Et je crois tout de suite, il m'a pris sous son aile et il m'a introduit à beaucoup de milieux. Bon, évidemment, ayant compris, étant allé à l'école aux États-Unis, ayant compris très tôt ce que je pouvais apporter à l'Afrique, je me suis dit, c'était une opportunité et c'est comme ça que ma carrière a été lancée à partir de ce groupe-là. Aujourd'hui, vous êtes un professionnel du lobbyisme. En quoi consiste ce lobbyisme et comment, je dirais, votre passage à la Banque mondiale et puis après à Africain vous a permis de vous forger, disons, une carrure qui vous permet d'évoluer aujourd'hui si facilement dans ce milieu de lobbyisme aujourd'hui? La Banque mondiale et Africain m'ont vraiment aider à comprendre la dynamique internationale et la dynamique par rapport à l'Afrique. Ça, c'est clair. Bon, la Banque mondiale, pour ne pas être vraiment trop dur, m'a permis de comprendre ce que ne doit pas être le développement en Afrique. Africain m'a permis de comprendre ce que pourrait être le développement en Afrique. Donc, quand on met les deux ensemble, parce que Africain, c'est une organisation à but non lucratif, avec des moyens limités qui ont un impact réel sur la vie, enfin palpable, ce que moi j'ai vu. Comparé à la Banque mondiale, ok, qui ont leur rôle, mais je crois que la différence est que on peut faire mieux. Donc ça m'a permis d'avoir une idée un peu de la dynamique de développement peut impacter l'Afrique. Ça c'est d'une part. Bon aussi, le fait est que pendant mon séjour à Afrique, j'ai eu la chance d'être introduit, enfin, à l'administration américaine et au département d'État, à la Maison Blanche de Clinton, et ce qui m'a forgé pour la carrière que j'ai choisie plus tard. Et ayant connu ce genre de milieu, ayant vu les gens agir dans ce milieu, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de possible, effectivement. Je crois que c'est comme ça, dans ce sens, que je me suis retrouvé dans ça. Et puis, j'ai eu à rencontrer des gens qui, au fil du temps, m'ont apprécié, que j'ai apprécié, et qui m'ont demandé à les joindre. Vous écoutez Rencontre et Profil, une production de Radio Néderlande en partenariat avec les stations FM d'Afrique et de l'océan Indien, notre site internet www.rnw.nl. Et nous sommes en compagnie dans cette édition de Rencontre et Profil de Omar Harouna, qui est un Africain introduit dans les arcanes de pouvoir de la Maison Blanche aux États-Unis. Alors Omar, avant qu'on ne revienne à cette carrière que vous menez aujourd'hui dans le lobbyisme, vous le disiez tantôt que votre passage à la Banque mondiale et à Africain vous a permis de savoir ce que doit être le développement des pays africains. Comment doit être aujourd'hui le développement des pays africains? Moi, je crois que le développement des pays africains doit se faire de manière ciblée et systématique. C'est-à-dire que c'est bien beau de recevoir des aides, mais si quelqu'un meurt de faim et vous lui apportez, disons, de l'eau, vous n'avez pas résolu son problème. Il faut le nourrir. Et je crois que c'est là où il y a une certaine dichotomie entre l'approche des uns et des autres. C'est-à-dire que, comme on dit en anglais, all size doesn't fit all. Ça veut dire qu'il n'y a pas une mesure qu'on applique à tout le monde. Et c'est là la différence entre, moi je crois, les grandes institutions et les organisations internationales. C'est un peu comme ça que moi je vois le développement de l'Afrique. Il faut pouvoir appliquer le développement à la base. Il faut l'appliquer sur les couches qui en ont besoin. Il faut l'appliquer de manière spécifique. Est-ce que vous avez l'impression que ces États, ou les États-Unis par exemple, qui envoient des aides, je dirais financières dans les pays africains, comprennent ce que vous venez d'expliquer par rapport au développement de l'Afrique?
Oui, la plupart comprennent, mais le problème, c'est-à-dire qu'il y a une certaine bureaucratie qui est installée de telle sorte que tout le monde veut faire comme on faisait avant. Mais comme on faisait avant, le monde évolue, donc les gens ne comprennent pas qu'il faut adapter la façon de faire. Et c'est surtout dans ce sens-là qu'on se retrouve coincé et chaque jour, on prend les mêmes solutions qu'on essaie d'adapter aux problèmes qui ont évolué. Donc oui, les gens comprennent, mais je crois qu'ils n'ont pas le courage de faire autrement. Pourquoi? Il y a toujours des intérêts, quel que soit le sujet. La plupart du temps, ces intérêts ne sont pas les mêmes. Donc, si les intérêts des acteurs d'une même situation ne sont pas les mêmes, ça veut dire qu'il y a une certaine approche qui diffère. Et parce que ces approches diffèrent, il y a des compromis qui doivent être mis en jeu. Donc, on se retrouve dans une situation où tout le monde essaie de faire des compromis et au final, les gens qui doivent bénéficier de ces compromis se retrouvent dans une situation où ils sont aussi obligés de faire des compromis parce que ça ne résout pas complètement leurs problèmes. L'essentiel, c'est que chacun définisse ce qu'il veut et qu'on essaie de voir ce qui peut leur revenir. Et c'est là l'esprit du lobbyiste, des groupes de pression. Justement, je voudrais que vous nous parliez des activités que vous menez en parlant de lobbyisme. Vous travaillez pour une institution qui s'appelle Good Work International. En quoi consistent vos démarches aussi bien entre le gouvernement américain et les États africains, entre les entreprises américaines et l'Afrique? Notre spécialité, c'est d'être l'avocat des pays africains et des Caraïbes. La philosophie est que pour vraiment aider les pays africains, ce n'est pas l'aide vraiment, mais c'est les affaires. On ne peut que développer l'Afrique par les affaires, en menant les investisseurs privés et les compagnies américaines. Donc, ce qui s'est passé, on est allé voir certaines grandes entités américaines qui avaient des intérêts en Afrique ou bien qui étaient intéressées par l'Afrique parce qu'ils ne comprenaient pas les méandres des affaires en Afrique. Il fallait un interprète. Quand je dis interprète, je ne parle pas d'interprète linguistique. Je parle d'interprète du milieu des affaires, du milieu culturel. Donc nous on s'est positionné et dans cette logique, quand ces compagnies veulent aller en Afrique, ils savent pas comment est-ce que s'implémenter en Afrique. Ils viennent nous voir, on les prend par la main, on les amène en Afrique, on essaie de leur faciliter leur investissement en Afrique. Donc ça fait 80% de ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on représente beaucoup de multinationales américaines et c'est nous qui avons amené Chevron en Angola. Malgré que Chevron était au Nigeria, par exemple, ils avaient des difficultés, ils ne savaient pas comment négocier avec l'État nigérien. C'est nous qui sommes venus appeler parce que notre approche est très claire et directe. C'est-à-dire que des deux côtés, on pense qu'un business, un deal se fait d'abord entre les hommes. Donc il faut que les hommes se connaissent d'abord et que chacun puisse venir à la table avec l'idée que ça sera profitable pour tout un chacun. Parce que beaucoup de business se défont parce que les parties au business n'ont pas leurs intérêts qui sont sauvegardés. Et nous sommes ce qu'on appelle l'ingrédient qui nous permet d'amener tous ces gens-là ensemble. On a aussi des très bons contacts dans l'administration américaine, au Congrès américain, dans le judiciaire américain, dans la société américaine. Et notre compréhension du système américain fait qu'on met ça au service, pas nécessairement des chefs d'État, mais aussi des pays. Vous représentez en Afrique combien de pays comme ça? En Afrique, ça dépend de la période, mais on représente depuis la mise en fonction de notre cabinet une dizaine de pays et ça dépend de ce qu'on fait pour eux. Ça passe d'une simple visite organisée, une simple visite d'un chef d'État vers ces pays ou bien un sujet particulier ou une aide particulière ou juste pour peaufiner leur image parce que on a remarqué que le législateur américain ou bien même les exécuteurs américains, au-delà de ce qui se dit dans les postes, ne connaissent vraiment pas l'Afrique et on essaie de les éduquer dans ce sens-là. Des fois, on le fait pour certains pays particuliers. Des fois, on le fait en général pour l'Afrique en fonction du sujet. Justement, à propos de ces visites des chefs d'État africains à la Maison-Blanche, aux États-Unis, à Washington, beaucoup de chefs d'État africains sont frileux, ils ont envie d'être reçus par le président de la plus grande puissance mondiale. Quel est l'intérêt, aussi bien pour l'Afrique et pour les États-Unis, de recevoir un chef d'État africain? Qu'est-ce que, par exemple, les populations africaines tirent d'une visite d'un chef d'État africain à Washington, à la Maison-Blanche? Moi, je crois qu'il y a un intérêt certain pour qu'un chef d'État africain soit reçu par la Maison-Blanche. Parce que du coup, ça met en exergue ce pays-là dans l'esprit de l'Américain moyen. Et
quand on a besoin d'aide, on ne peut pas donner une aide à un inconnu. C'est-à-dire que si les décideurs ne connaissent pas ces gens-là, ils n'ont pas une relation particulière et que déjà il y a plusieurs pays africains qui ont besoin de cette aide-là, comment est-ce que vous pouvez sortir du lot pour que vous soyez vu favorablement? Donc, dans ces conditions, une visite à la Maison Blanche par un chef d'État africain, c'est quelque chose d'essentiel parce que les retombées, même si elles ne sont pas immédiates, mais c'est des retombées qui reviennent sur le plan d'aide. Donc, c'est un peu ça et je crois que c'est ce que la visite d'un chef d'État africain à la Maison Blanche peut d'abord procurer de manière générale. Maintenant, il y a des spécificités, il y a des sujets d'État à État et donc on ne peut parler qu'entre chefs d'État. Qu'est-ce que cela rapporte aux États-Unis? Il y a des décisions qui doivent être prises par les États-Unis et ils ont besoin du soutien des pays africains. Si on sait que dans les années à venir, 25% du pétrole américain ou bien d'énergie américaine viendra de la côte ouest africaine, donc il est de l'intérêt de l'administration américaine, quel que soit, de ne pas ignorer cette zone-là. Et l'Afrique, quand on parle de la lutte contre le terrorisme, évidemment, il est de l'intérêt de l'État américain de ne pas ignorer les États africains, parce que le danger peut venir de ce côté-là. Quand on parle même de la lutte contre la drogue, par exemple, malgré que le problème de la drogue est localisé en Amérique centrale et en Amérique latine, de plus en plus, l'Afrique devient une plateforme vers les États-Unis. On est dans ce qu'on appelle un village global. Donc, il est de l'intérêt des États-Unis, ils le savent très bien, de s'occuper des États africains, c'est-à-dire que d'avoir une certaine relation assez poussée vers les États africains. Est-ce que c'est facile d'organiser, de démarcher une visite d'un chef d'État africain aux États-Unis? Quels sont les arguments que vous utilisez pour convaincre la Maison-Blanche que recevoir un tel chef d'État venu d'Afrique est primordial, est nécessaire, est important? Ça dépend de chaque pays. On essaie de définir un argumentaire qui pourra démontrer aux Américains qu'il est de votre intérêt que vous rencontrez ce chef d'État-là. Il y a plusieurs catégories de pays. Il y a les catégories de pays où les États-Unis ne peuvent pas ignorer. C'est plus facile pour ces pays-là. Ils ont un potentiel sérieux et il faut seulement mettre en exergue ce potentiel. Maintenant, il y a les pays où vraiment ça devient difficile parce qu'il n'y a pas d'argument clair et concret pour essayer de convaincre l'exécutif américain que c'est dans leur intérêt qu'il faut voir ces chefs d'État. Qu'est-ce qui est important pour les États-Unis? La sécurité, au départ d'abord, la lutte contre l'insécurité, mais aussi la sécurité énergétique. Dans cette catégorie, les pays comme les pays producteurs de pétrole, ils sont bien vus. Mais il y a aussi la démocratie, qui est aussi quelque chose de très important pour les États-Unis, les institutions, les droits de l'homme. Donc, en fonction de tous ces grands sujets, on essaie de créer un profil pour ce pays-là. Est-ce que ce pays, quels sont ce qu'on appelle le track record par rapport aux droits de l'homme, par rapport à la démocratie, par rapport à la bonne gouvernance. Donc, tout ça là rentre dans un processus d'analyse où on dit ça, c'est un pays qui avance les idéaux américains sur le continent. Donc, quand on fait un exercice du genre comme ça donne quand même une certaine lecture différente de ce qu'on sait de ce pays et on définit en fonction de chaque pays les arguments dans les détails et de telle sorte que quand ça tombe sur la table du décideur américain, il voit qu'il devient important qu'on rencontre ce chef d'État parce que dans notre politique à nous Américains, on aura besoin de ces gens-là, mais c'est ces gens qui font avancer nos idéaux de l'autre côté.
remarque qu'il existe également des institutions de lobbyisme dans les pays africains, mais on a l'impression que les pays africains font appel à des institutions comme la vôtre qui sont basées aux États-Unis, en Europe, etc., etc., pour faire cette démarche-là par rapport aux pays étrangers, par rapport aux États-Unis et leur pays. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les institutions de lobbyisme qui sont basées sur le continent africain ne sont pas efficaces, ne sont pas dignes de confiance? Un lobby, c'est un courtisan. On ne peut pas faire la cour à quelqu'un quand on n'est pas à côté de cette personne. Et je crois que c'est l'avantage des boîtes comme la nôtre, où nous, au fait, en tant que consultants, on est présent en Afrique, mais aussi aux États-Unis. Mais aussi, on a plusieurs bureaux en Afrique, dans les pays avec qui on travaille. Ce qui nous permet de pouvoir relier très rapidement les deux continents. Et puis, le lobbying, qu'on le veuille ou non, c'est une question de culture et c'est une question de connaissance. Il faut avoir un réseau bien défini et bien profond. Vous ne pouvez pas seulement rester en Afrique et pouvoir créer ce réseau. Surtout que si la personne ou bien les États, l'entité que vous cotisez est une entité qui est en dehors de l'Afrique. C'est aussi une certaine approche, une certaine rigueur, une certaine stratégie. Et puis je crois que, enfin, il faut qu'on se le dise, beaucoup en Afrique n'ont pas la rigueur qu'il faut. Évidemment, il y a des lobbyistes en Afrique, mais c'est purement quelque chose qui n'a pas une certaine rigueur, mais qui est dans l'informel. Qu'est-ce qui serait, à votre avis, porteur aujourd'hui pour l'Afrique dans le lobbying? Est-ce qu'il faudrait que les Africains rendent cette activité professionnelle, formelle, et la réguler en conséquence, ou continuer toujours à dépenser assez de millions de dollars pour travailler avec les institutions de lobbying aux États-Unis? Dans tous les cas, le lobbyiste coûte de l'argent, même si c'est un lobbyiste africain ou un lobbyiste américain, c'est de la consultation. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un résultat, donc évidemment, il faut payer quelqu'un qui puisse apporter l'expertise qu'il faut. Et même au niveau local des pays africains, déjà, il faut réguler le processus. Pas nécessairement pour aller courtiser le gouvernement américain nécessairement, mais entre acteurs politiques d'une même nation, il y a ce besoin de dialogue qui ne se fait pas généralement parce que chacun a une position partisane. Donc, réguler la fonction de lobbyisme même au niveau de ces pays-là apporterait beaucoup à la démocratie dans ces pays-là. Parce que si, par exemple, moi, en tant qu'élu local d'une région, je veux prendre des actions et que mes électeurs se sont organisés par l'entremise peut-être d'un cabinet lobby, viennent me voir et me dire que cette action-là que vous allez prendre dans le cadre, même si c'est dans la ligne du gouvernement de votre parti, nous impacte négativement et que si vous la prenez, que la prochaine fois on ne votera pas pour vous, vous allez prendre une pause et réfléchir sur l'approche. Donc, le pays aurait à gagner en régulant ce mode opératoire où c'est l'argent seulement qui se donne et puis on dit, ok, écoutez, on vous donne ci et puis ça se passe. Il n'y a pas de raisonnement autour des décisions qui sont prises. L'Afrique restera toujours demandeur? Non, pas nécessairement. Et c'est là que les pays occidentaux, les Américains commencent à comprendre. L'Afrique ne sera pas éternellement un État demandeur. Ça, c'est clair. Les matières premières des pays comme la Chine ou bien même les États-Unis et l'Europe viennent de l'Afrique. Donc, on n'est pas vraiment des demandeurs. C'est une approche psychologique. C'est-à-dire que quand vous vous asseyez à la table de quelqu'un qui vous a pendant longtemps dit que c'est vous l'inférieur, donc votre attitude, c'est une attitude d'infériorité. Et c'est là la différence quand vous avez des gens comme des lobbyistes qui comprennent la dynamique et qui s'asseyent à leur table et ils disent non monsieur, nous ne sommes pas les demandeurs ici, mais c'est vous qui êtes employeur inférieur. Tant que vous aurez reconnu ça, il n'y aura pas de négociation. Et ça change la dynamique des choses. C'est seulement comme ça que vous pouvez obtenir ce qui vous revient. C'est en vous remettant dans une situation égale par rapport à celui avec qui vous discutez. Est-ce que le fait que les petits États africains vont aux négociations de façon, je dirais, personnelle, individuelle, en singleton, est-ce que cela ne porte pas préjudice aux négociations si, par exemple, les États africains parvenaient à former cette fédération des États-Unis d'Afrique? Est-ce que leur voix ne va pas porter plus et mieux? Oui, au fait, même je vais citer un ami, Ibrahim Mo, qui est soudanais, s'est rencontré à Washington. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a même donné un exemple qui était très spécifique par rapport à une négociation, et je ne sais plus, mais c'est justement dans le domaine des télécoms. Et il me dit que, Monsieur Aruna, quand vous voyez ces 51 États venir négocier séparément, vous savez que au départ,
tout est perdu pour eux. Alors que d'autres corporations, qui sont des corporations occidentales, ils se mettent ensemble pour négocier. Malgré que les intérêts des États soient différents, il y a ce qu'on a en commun. Et je crois que c'est avec ça qu'il faut aller à la table de négociation. Parce que quand vous allez à une table de négociation, en tant que groupe compact et homogène, vous avez plus de chances de vous en sortir que si vous allez séparément. Mais beaucoup de nos États ne comprennent pas cela. Mais il faut résister, il faut y aller en bloc. Et c'est là l'avantage des grandes entités, des grands blocs. Par exemple, vous voyez le Nigeria, l'Afrique du Sud, c'est des États qui sont larges, qui ont une force économique ou bien même un marché qui est un marché substantiel. Si on a des petits, des micro-États, je vois très mal les multinationales investir dans ces micro-États parce que l'investissement qu'il faut pour un petit deal ou bien un petit micro-État, l'effort qu'il faut reste le même. Et que le deal peut être des milliards de deals ou de petits deals, l'effort reste le même. Si par exemple les États africains décident de se constituer en fédération, en union des pays africains, est-ce que vous pensez qu'ils seront soutenus, aidés, accompagnés par les États-Unis? Le problème, c'est que les États-Unis ne travaillent pas pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique travaille pour l'Afrique. Moi, je dis souvent aux gens, qu'est-ce qui est dans votre intérêt propre? Si ce n'est pas dans l'intérêt des Américains de voir une union de gens, ça ne va pas se passer. Je ne dis pas que les Américains ne vont pas aider les États africains à se mettre. Est-ce que ça pourrait être une menace pour les États-Unis? Ça peut apparaître comme une menace, mais si on sait que tôt ou tard tout le monde se tient, cette menace peut aussi être un avantage. Non, je ne crois pas que les Américains, ils ont une certaine phobie, une conscience d'une Afrique unie. Je crois que quelque part même, si on leur explique, ça les aidera parce que vous n'aurez plus à dépenser pour un même sujet et vous n'aurez plus à passer dans ces 6 pays. Donc, il faut voir d'où vient l'intérêt. Est-ce que c'est l'approche, je crois que souvent c'est l'approche qui n'est pas très bien pensée. Et de toute façon, c'est dans l'intérêt de l'Afrique de s'unir, de former des bases homogènes et de former des bases économiques viables. Et ça ne peut que se faire que par des Africains. Donc, indépendamment des autres. Omar Aruna, vous êtes d'origine béninoise, aujourd'hui citoyen américain, vous vivez aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Est-ce qu'il vous arrive de rêver encore pour l'Afrique? Si oui, quel est votre rêve pour l'Afrique? Je rêve pour une Afrique forte, une Afrique vraiment développée au sens du monde, une Afrique solidaire, une Afrique vraiment qui joue sa partition dans le monde. Il y a des fois où je me retrouve dans une situation où il y a des critiques vis-à-vis de certains chefs d'État. Et quand je les rencontre, voilà ce que je leur dis et voilà ce que nous, notre cabinet leur dit. Qu'il y a plus à gagner dans un État ou un pays qui est développé qu'à voler dans un État moribond. C'est-à-dire que si vous pouvez essayer d'investir dans votre pays et augmenter la richesse, vous aurez plus à gagner qu'en voulant voler dans une économie qui est en train de mourir. Parce que là, vous n'augmentez, mais tôt ou tard, même si vous volez, vous allez voler. Et si votre économie meurt, vous n'aurez plus rien à voler. Donc, votre intérêt est de pouvoir développer votre pays et vous n'aurez plus à voler, mais vous aurez à gagner. C'est le rêve que nous avons fait pour l'Afrique. C'est le rêve que nous pensons que nos dirigeants devaient prendre à cœur. Omar Aruna, merci infiniment de nous avoir si bien accompagnés dans les couloirs du lobbying aux États-Unis. Je rappelle que vous êtes africain, vous vivez aux États-Unis, vous êtes aujourd'hui citoyen américain, vous travaillez avec les États africains, les chefs d'État africains, les entreprises américaines pour pouvoir voir dans quelle mesure elles peuvent investir en Afrique et comment est-ce que les États africains peuvent être bien vus du côté des États-Unis, surtout de la Maison-Blanche. Merci infiniment de nous avoir expliqué tout cela et de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci beaucoup. C'était Rencontre et Profil, une production de Radio Néderlande en partenariat avec les stations FM d'Afrique et de l'océan Indien. Notre site internet www.rnw.nl et pour nous écrire afrique@rnw.nl. Omar Aruna, merci beaucoup.